Alors on va continuer dans la diversité des accents. Je réalise au fur et à mesure que après le québécois, après le suisse allemand, nous allons avoir un petit accent français, enfin j'espère. Du sud, oh du sud. Ok, alors ça sera entre le sud et Paris. Et j'ai le plaisir de présenter et d'accueillir Natacha Tchetskouti, donc qui vient de Paris, qui est sociologue et docteur en anthropologie sociale, et qui va faire une conférence qui s'intitule « Usage de l'espace public et lesbianisme, sanctions sociales et contournements ». Et je vous demande de l'applaudir. Je remercie vraiment l'ensemble des intervenantes pour avoir organisé cette journée que je trouve très pertinente dans les frontières et au-delà des frontières. Moi, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais pour me présenter rapidement, effectivement, je suis sociologue. Je travaille dans le champ qui n'existe pas véritablement des études lesbiennes. En France, il n'existe pas en tout cas. En tout cas, dans les études de genre, j'ai publié le travail de ma thèse qui s'appelle « Se dire lesbienne ». Vie de couple, sexualité, représentation de soi chez Payot en 2010. Et maintenant, je m'intéresse plus particulièrement aux controverses dans les débats publics. En France, on est fécond là-dessus. Notamment, j'ai beaucoup travaillé l'année dernière sur les controverses autour de la loi sur la réforme du mariage, mais aussi sur la question de la BCD de l'égalité, qui est un dispositif interministériel et européen sur l'égalité des genres à l'école et qui a suscité, comme peut-être vous le savez, de nombreux débats controverses soutenus par l'Église catholique, une partie de la droite française et certains groupes musulmans radicaux. Et ce travail a donné lieu à un article que j'ai publié dans la revue Les Temps modernes, fondée par Simone de Beauvoir, que vous pouvez trouver maintenant en ligne. Il a été publié en juin, où je montre comment à la fois la question à travers ces débats et ces controverses autour de la crainte de la perte de l'altérité par la perte de l'hégémonie de l'hétérosexualité, la crainte aussi de la remise en cause de la différence des sexes a suscité une nouvelle expression de l'antisémitisme en France. Donc vous pourrez voir si ça vous intéresse cet article. Alors pour aujourd'hui, je me suis appuyée sur une étude que j'ai réalisée entre 2010 et 2012 auprès de jeunes lesbiennes de 17 à 35 ans, de classes sociales très diverses, et donc en France, et de niveaux d'études et d'origine aussi diversifiées. Alors, cette étude, au départ, était financée par l'Agence nationale de recherche sur le sida et avait pour but de travailler sur la question de la santé. Et en fait, au fur et à mesure de l'enquête et des entretiens que j'ai menés, eh bien, deux autres thématiques ont ressurgi, la question de l'usage de l'espace public, mais aussi la question du numérique et des rencontres et du coming out et de la nomination de soi sur l'espace de la toile. Mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Là, c'est sur la question donc, de l'usage de l'espace public et voir comment, au-delà justement des politiques d'égalité, la question de l'usage de l'espace public reste un espace discriminatoire pour les lesbiennes. Alors, il y a peu d'études sur la question. En gros, on a quelques études en France, donc celle-ci, qui n'est pas encore publiée, dans les pays anglo-saxons, mais toutes montrent que le droit à la ville, en tant que lesbienne et gay, est favorisé selon des distinctions de genre, de classe et de race. En plus de créer des inégalités dans l'usage de l'espace public, liées à une histoire de l'homosexualité différente selon que l'on soit gay et lesbienne, l'ensemble de ces travaux montre que l'usage de l'espace public est défini par des interactions genrées à dominante masculine qui renforcent l'invisibilité territoriale des lesbiennes. Par exemple, une des premières études de Castel en 1996, qui interroge la spatialité des gays et des lesbiennes à San Francisco, montre que les gays ont un comportement dans l'espace urbain typiquement masculin, territorialisé et visible autour d'espaces commerciaux et de consommation, alors que les lesbiennes se conforment à un comportement féminin, prenez ça entre guillemets bien sûr, il n'y a aucun naturalisme dans ma bouche, non territorial et fondé sur des réseaux informels et se montrent plus politisés que les gays. Et la plus faible présence de territoire lesbien peut aussi s'expliquer en grande partie par les inégalités de salaire entre les femmes et les hommes.
D'ailleurs, à ce propos, juste petite parenthèse, quand vous parliez du travail tout à l'heure, c'est pas rose non plus de travailler, en tout cas dans l'espace académique en France sur les questions lesbiennes. On le paie très cher pour sa carrière professionnelle et son intégration dans le milieu académique. Si j'en veux pour preuve mon expérience, je n'ai toujours pas de poste à ce jour, bien que j'ai tout ce qu'il faut en termes de critères de publication, etc. Mais le fait d'être lesbienne et d'avoir travaillé sur la question, ça se paie cher. Bref, petite parenthèse. En tout cas, là aussi, il y a une inégalité gay et lesbienne dans l'insertion du monde académique. Donc, l'inégalité de salaire qui explique cette inégalité territoriale, mais toutefois, la spatialité des lesbiennes et des gays s'avère plus complexe dans le contexte contemporain, au-delà même des quelques avancées égalitaires, notamment si l'on prend en compte les formes d'identification du lesbianisme, vous en parliez tout à l'heure, les statuts sociaux, les rapports de génération et les définitions de soi. Donc à partir de ces trois dimensions, on va voir aujourd'hui comment les formes d'appropriation de l'espace public par les lesbiennes interrogent justement ces inégalités de genre. La notion d'espace public sera entendue comme un espace d'interaction, c'est-à-dire de regard, de position, dans les quartiers d'habitation, les transports, les lieux investis ou non, en fonction de l'identité sexuelle, c'est-à-dire les lieux qui sont reconnaissables, par exemple à Paris, le Marais, qui est d'ailleurs beaucoup plus gay que lesbien. Et on va voir comment aussi, selon les contrastes de temporalité, diurne et nocturne, on voit des différences d'usage de l'espace public. Et donc on va se demander, au fond, à partir de quoi est-on socialement identifié comme lesbienne dans l'espace public ? Par exemple, à partir de quand et où deux femmes se tenant par la main vont-elles être perçues comme un couple lesbien ? D'autre part, quelles sont les réactions sociales à ces usages ? Donc on va voir, d'où le titre de mon intervention, évitement, contournement ou au contraire, mise en scène de soi revendiquée. Alors pour compléter mon analyse qualitative, j'ai aussi mis en perspective des données quantitatives toutes nouvelles, qui ne sont pas encore publiées, mais dont j'ai écrit la préface. C'est celle du rapport de SOS homophobie en France, mais qui concerne que la lesbophobie. Il y a une équipe géniale que de lesbiennes qui ont travaillé sur la question et qui sortent un rapport en novembre là-dessus. Donc, et juste encore un petit encart méthodologique pour pouvoir justement interroger des lesbiennes qui n'étaient pas forcément issues des réseaux associatifs, donc politisés. J'ai utilisé plusieurs moyens de recrutement, on peut dire, pour faire ces interviews. Donc, ça a été les réseaux sociaux de type Facebook, bien sûr les magazines de type Tétu ou Yag, mais aussi des magazines féminins comme Biba. Et j'ai eu des réponses. Alors, première chose, ce que l'on voit, c'est que se rendre visible dans l'espace public par des situations aussi banales que s'embrasser, se dire au revoir sur le quai d'une station de métro ou tenir l'autre par la taille peut donner lieu à une interpellation verbale, le plus souvent d'hommes. Dans l'espace public, les violences, insultes, regards stigmatisants, agressions physiques ou sexuelles s'exercent de préférence à l'encontre de lesbiennes, se dérobant de la norme idéalisée de genre ou par le fait de ne pas respecter la règle de la dépendance hétérosexuelle. L'insulte est le type d'agression la plus relevée dans l'espace public. D'ailleurs, selon les données de l'enquête SOS homophobie, mais le rapport lesbophobie correspond complètement à ce que j'ai vu dans les entretiens qualitatifs, c'est-à-dire que l'insulte concerne 74% des réponses, 74%. La plus courante est celle de salgouine. Ou encore des expressions du type, alors ça c'est mon terrain, c'est normal que tu sois lesbienne, t'es trop moche. Ou alors, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là à se prendre pour des hommes. Les lesbiennes se voient ainsi rappelées à la place qu'elles occupent dans l'ordre sexuel et l'ordre du genre, une place subordonnée en tant que lesbienne et en tant que non-femme, du coup. Les agressions prennent dans ce cas la forme de moqueries, dans 47% des cas,
Et les données de l'enquête montrent aussi que quelle que soit la taille de l'agglomération, ça aussi c'est... Alors là, on combat une idée reçue, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit à la campagne, dans une petite ou grande agglomération. Donc, quelle que soit la taille de l'agglomération, 76% des actes de lesbophobie dans l'espace public se sont déroulés dans la rue ou dans un parc. Donc l'ensemble des données révèle que les risques d'agression verbale répétée, d'atteinte et d'avance sexuelle sont d'autant plus importants que les lesbiennes sont jeunes et qu'elles affirment une liberté de mouvement dans l'espace public. En effet, 42% des personnes concernées ont entre 18 et 24 ans. En outre, la non-reconnaissance du lesbianisme comme sexualité à part entière engendre le fait que son affirmation peut être interprétée comme un signe de disponibilité ou une attitude outrancière qu'il s'agit de contenir. Une indifférence, un refus, une rebuffade en réponse à une proposition masculine vécue comme licite peut apparaître comme la rupture tacite du contrat hétérosexuel et entraîner le plus souvent des insultes et parfois des violences physiques dans 13% des cas déclarés. Les enquêtés qui relatent régulièrement une situation largement partagée qui est celle de l'imposition d'une présence masculine non souhaitée, le plus souvent la nuit, mais surtout la confrontation avec le déni de la sexualité lesbienne, laquelle est insinuée et prise dans un fantasme masculin. Il n'y a qu'à voir dans les films pornographiques, par exemple. Les violences relatées sont dans ce cas le fait d'hommes seuls, dans 26% des cas, et parfois de groupes d'hommes, dans 45% des cas. En tout état de cause, le sentiment d'insécurité que provoque la limitation dans l'usage de l'espace public lié à ces types de violences répétées ne semble pas donc dépendre de la taille de l'agglomération ni de la position sociale des lesbiennes, mais plutôt de l'âge et des heures auxquelles a lieu le déplacement. La nuit semblant être le plus propice à ce type d'atteinte sexuelle. Les conséquences peuvent être aussi d'ordre psychologique. Pour près de 30% des répondantes, le contre-coup s'illustre par une difficulté à vivre ouvertement son homosexualité dans l'espace public. Et une part importante des enquêtés, 26%, déclarent être angoissées. Pour d'autres, notamment celles ayant intériorisé de manière très forte la norme majoritaire, on trouve la volonté de ne pas s'écarter du commun. C'est le cas, par exemple, de Patricia. Alors, je vous ai amené quelques extraits d'entretien, ça parle, qui a 23 ans et elle a eu une éducation catholique très forte. Ça compte aussi l'adhésion religieuse ou l'éducation religieuse telle qu'elle soit. Elle dit « Je pense à une scène récente où j'étais au théâtre et il y avait beaucoup de personnes âgées assises sur les rangs, endimanchées et bourgeoises, et aussi des enfants avec leurs parents. Et ça n'est pas facile pour les parents d'affronter cela. D'expliquer, je n'ai pas envie de gêner les gens. Je reste sensible à l'environnement, au contexte. » Et c'est très intéressant ce « je n'ai pas envie de gêner ». C'est-à-dire, au fond, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que sa propre intimité peut être perçue comme une révélation impudique. Qu'au fond, elle a intériorisé la norme opposée à l'intimité normale. C'est-à-dire non celle qui s'écarte extraordinairement du commun, mais c'est ce qui dévie communément de l'ordinaire. Alors, quelles sont les réactions sociales et les normes de genre que l'on peut trouver justement pour contourner ces sanctions ? Alors, la première qui concerne l'hypersexualisation de la dite féminité lesbienne. On voit que dans mon enquête, mais dans celle aussi du rapport, que ce que j'appelle le laisser-voir exige des estimations, des stratégies variant selon les contextes sociaux. Ce que vous rappeliez, c'est-à-dire qu'on renouvelle tout le temps la sortie du placard. S'il est possible pour les jeunes du corpus, et souvent des étudiantes, de manifester des signes d'affection dans la rue, par exemple de s'embrasser, toutefois, les réponses montrent que dans 53% des cas, s'embrasser dans un couple lesbien dépendra des personnes de l'entourage, dans 78% des cas, et du quartier, dans 80% des cas. Dans ce contexte de crainte, de réaction hostile, le choix de la stratégie de la visibilité peut correspondre à une volonté de transgresser la norme. Les récits issus de cette enquête montrent que la marque du genre est un facteur plus ou moins aggravant des violences dans l'espace public. De telle sorte que se présenter comme féminine,
ou fame, que je différencie. Donc, butch fame, c'est ce que je qualifie comme une mise à distance des codes genrés, justement féminin-masculin, dans une conscience critique de ces codes, ce qui n'est pas pareil que féminine, réactiverait l'impensable du lesbianisme et avec lui le symbole de l'hypersexualité, donc de la disponibilité sexuelle pour les hommes. Ce que vous disiez aussi, comment t'es féminine? Bah non, c'est pas possible, les lesbiennes sont pas canons en gros. Je vous cite par exemple un extrait d'entretien de Jeanne qui a 26 ans, elle est journaliste, elle habite Paris et elle dit « Dans l'esprit des gens, les lesbiennes c'est quand même masculine, ça a un genre masculin. Elle a éventuellement les cheveux courts et en tout cas une attitude voilà un peu... Pour peu qu'on déjoue les codes, ça surprend. Mais alors, pour peu qu'on soit deux nénettes, un peu féminines, pas trop moche, etc., systématiquement, on nous mate. Ce sont des mecs, évidemment. Voilà, les mecs, ça les excite. D'autres enquêtés font une homologie, une correspondance entre genre et racisation, et ainsi se comparent à d'autres stigmatisés. C'est le cas de Clara, qui a 25 ans, elle vit à Paris. Elle dit « C'est vrai qu'avec ma copine, on ne fait pas lesbienne. On a toutes les deux les cheveux longs, et ça arrive fréquemment que des mecs nous proposent de prendre un verre avec eux. Je me demande si la sexualité gêne enfin moins que le genre. Mais c'est vrai que si je fais un parallèle avec la couleur de peau, je pense qu'un black en costard fera moins peur qu'un gars en survêt. Et quand il y a du racisme, c'est plus de banlieue que de la couleur de peau. Et dans ce sens, une butch souffre plus que moi du regard des autres. » Alors justement, on arrive à l'autre dimension quand on est toujours l'autre de l'autre. Cette mise en scène est renforcée par l'idée que les lesbiennes, rentrant dans la représentation sociale et attendue, et stigmatisante de la masculinité, sont plus enclines à subir des violences physiques et ou sexuelles. Alors si tenir par la taille une partenaire, l'embrasser, surtout pour les plus jeunes, ne constitue pas toujours pour le regard extérieur un signe de lisibilité du lesbianisme, être féminine renforce l'idéal normatif de l'impensé lesbien. Dans ce cas, la proximité entre deux jeunes femmes peut être perçue comme une simple amitié, éventuellement amoureuse. Cet effacement dans ces conditions devient une stratégie pour passer inaperçu et user, entre trois guillemets, librement de l'espace public. La question de genre et de la sexualité n'est pas le seul vecteur de stigmatisation. Effets d'autres postures peuvent rentrer en compte liés à des privilèges circonstanciés, eux-mêmes rapportés à des positions de race, de classe ou de localisation. Si l'on est toujours l'autre de l'autre, selon le lieu de pouvoir où l'on se trouve, l'analyse de genre et de sexualité ne permet pas à elle seule de penser la question des usages que font les lesbiennes de l'espace public et les violences qui les y attendent. Alors, je vous cite un autre extrait d'entretien pour illustrer ce que je viens de dire. Elle s'appelle... Alors, les prénoms étaient anonymisés, je les ai remplacés, inventés, bien sûr. Elle a 30 ans, elle est sans emploi, et elle vit à Montpellier, et elle vit avec, ce qui est très important, avec sa compagne qui est agent de sécurité. Elle dit « Moi, je vis plus rarement des insultes. » Alors, elle est plus féminine que sa compagne qui est plus masculine. Pas butch fame, féminine, masculine. Moi, je vis plus rarement des insultes quand je me déplace hors de mon couple. Et aussi parce que sur moi, ça ne se voit pas. Je suis féminine. Contrairement à mon amie qui est masculine. Mais elle, par contre, ça lui arrive souvent. Encore il y a une semaine, je suis allée la chercher au commissariat. Parce qu'elle s'était battue avec des rebeux. Alors rebeux, je sais pas, mais en français, c'est du verlan, donc l'inversion des lettres et des mots. Ça veut dire, c'est le verlan du mot beurre. Et beurre qui désigne les descendants immigrés maghrébins. Donc, en fait, le matin, elle partait bosser. Elle est agent de sécurité, donc habillée en habit de travail, et elle allait me faire un bisou dans le métro, et un mec lui a dit « Ouais, en France, il y a des femmes qui veulent porter la culotte. Elles se prennent toutes pour des hommes. Viens là pour te battre, pour voir si t'es à la hauteur. Si tu peux faire le type jusqu'au bout. Je vais attraper ta femme, je vais la violer devant toi, et on va voir comment tu vas réagir. » En plus, physiquement, il était fort, et il répétait « Allez, viens, on va voir. » Ils se sont donc battus, et ça a pris d'énormes proportions. Comme c'était un rebeu, personne ne voulait témoigner au commissariat.
Il a accusé mon amie d'insultes à caractère raciste en disant qu'elle l'avait traité de sale arabe. Et elle, évidemment, répondant qu'étant sujette au racisme et à l'homophobie, elle serait incapable de traiter quelqu'un de sale arabe. Etc., etc. J'en ai plein des extraits, je ne veux pas vous défiler tout ce que j'ai. Mais bref, c'était emblématique. Donc là, on est vraiment dans la chose emblématique, justement, de l'imbrication des rapports sociaux de classe, de race et de localité, où on voit bien que, par exemple, dans ce témoignage, ces différents témoignages renvoient à une interdépendance mouvante des contextes de domination. En effet, par exemple, dans ce extrait d'entretien, on voit bien que le modèle de visibilité se traduit par une mise en scène du couple lesbien exprimée par une présentation dualiste du genre. L'une des deux partenaires, celle qui est plus masculine, tout en ne s'inscrivant pas dans une revendication politique butch, renvoie dans l'espace public un mode spécifique d'autonomie par le fait de ne pas coller au genre femme en tant qu'agent de sécurité. Sa position de genre et de classe lui permet de répondre éventuellement aux violences masculines. On peut dire qu'en réaction aux propos sexistes, dans ce cas émanant d'un homme racisé, elle répond en tant que lesbienne masculine et de classe populaire. La fin de l'extrait d'entretien montre bien l'articulation d'au moins 3 dimensions discriminantes, le genre et la sexualité d'un côté, et la racisation de l'autre, avec un privilège accordé à la masculinité. Donc, on va voir maintenant comment, justement, ce que j'appelle le détour du genre, par l'usage des catégories butch fame, peut permettre un usage autre de l'espace public. Donc, une autre forme d'appropriation de la sphère publique est celle qui consiste à user du genre par une mise en scène du soi qui peut être pensée comme un détournement à l'assignation à la catégorie femme. Autrement dit, pour se soustraire à la figure hypersexualisée de la, entre guillemets, lesbienne, féminine ou invisible, il s'agit de se rendre visible en tant que lesbienne par le détour du genre. Ce processus revient à transformer la place subordonnée en tant que femme au moyen d'un investissement de l'espace public en tant que lesbienne butch ou par la revendication du couple butch-femme. Cette posture, distincte des autres, est surtout occupée par des lesbiennes appartenant aux nouvelles classes moyennes, portées par des valeurs d'émancipation, s'accordant généralement avec les revendications des mouvements féministes, lesbiens ou queer. Elles concernent aussi celles qui, de par leur insertion dans des institutions universitaires ou associatives, disposent d'un pouvoir critique leur permettant de mettre en œuvre un modèle d'autonomie face aux catégorisations de genre et de sexualité. Dans cette logique, une autre forme d'appropriation de l'espace public est celle qui consiste à user du genre par une mise en scène du soi construite qui peut être pensée comme un détournement de cette assignation. Alors, par exemple, on va voir que ce processus qui revient à transformer cette place subordonnée a un coût. Il a un coût dans une société encore très fortement structurée par les rapports sociaux de sexe. Alors c'est ce dont témoigne l'extrait suivant que je vais vous lire, celui de Zoé, qui, en réponse à la domination masculine, affronte l'espace public en lui opposant un affranchissement des règles de genre, de sexualité, pour réagir à des formes de violence peu reconnues dans son environnement proche. Alors pour la situer quand même, c'est intéressant toujours de situer les propos des personnes. Alors Zoé vient de la très haute bourgeoisie parisienne. Le père était militant à la Ligue communiste révolutionnaire dans sa jeunesse et au Parti communiste. Et sa mère, alors ses parents sont divorcés, et sa mère continue d'être adhérente au PC. Et 6 mois avant l'entretien, Zoé s'était engagée au nouveau parti anticapitaliste dans le groupe LGBT. Alors elle dit, donc elle est étudiante au moment de l'entretien, pour moi, donc 24 ans, c'est une revendication permanente d'être butch et d'être avec ma copine dans la rue. Un couple hétéro qui est dans la rue, il a le bénéfice d'être dans la norme, d'être dans un couple privilégié, d'autant plus s'il est blanc. En tant que lesbienne, dès qu'on se trouve dans la rue, et le fait d'embrasser sa copine, c'est une revendication politique, pour arrêter un moment l'invisibilisation. Mais ce n'est pas toujours évident à gérer le regard des autres. Les remarques dans les bars, les lourds qui te draguent dans la rue. Et ce qui m'énerve, et je pense que c'est l'agression, la pire, et c'est dans le cercle familial ou amical. C'est normal qu'on se fasse agresser, quand même on aurait pu faire des choix différents.
Et moi, ce que je demande, ce n'est pas la tolérance. Je trouve cela finalement plus violent que les agressions dans la rue. Mais même si ça peut mal finir, moi j'ai tendance à me dire « Ok, allez-y, tapez, et puis de toute façon, demain, c'est vous qui êtes au tribunal, et allez, on va voir. » Ça calme pas mal généralement. Mais moi ça va, les agressions dans la rue, ça m'énerve, mais je les vis plutôt assez bien parce que je m'assume plus que ma copine. Elle est plus dans la norme. Alors je lui dis « Peux-tu me décrire une situation de violence vécue ?» Alors elle raconte. J'étais dans la station de métro République. Alors pour situer République à Paris, c'est très central. C'est pas très loin du Marais. Un peu tard, il devait être 2h du matin. C'était le dernier métro. J'étais en train d'embrasser ma copine parce qu'on se séparait. On n'allait pas sur le même quai de métro. Et en fait, des mecs sont arrivés dans l'escalier derrière. Je les ai entendus arriver parce que j'ai entendu la remarque de loin. Donc j'ai fait, bon, c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que je me prenne 2 coups dans le dos. Donc, bien bousculée, et alors ma copine s'est mise en retrait parce qu'elle ne supporte pas le conflit. C'est très genré. Donc, elle voulait qu'on se casse. Sauf que moi, dans ces moments-là, je ne supporte pas de partir en baissant la tête. Donc, comme je ne me suis pas mise en retrait, ils m'ont direct plaqué au mur, avec le visage à cheval, à 5 cm du mien, hyper agressif. Tenant des propos du type que c'était normal, qu'une fille, ça aille avec un homme, etc., etc. J'ai commencé à donner des coups. Je les ai regardés en disant « Allez-y, tapez !» Ça les a un peu calmés. Et derrière, il y avait 2 mecs qui ont lancé des insultes, mais qui n'avaient pas envie de partir à la castagne. Peut-être parce qu'on était des filles et que ça leur semblait plus difficile à gérer, à se dire « Ouais, on va peut-être pas taper des filles, etc. » Surtout par rapport à ma copine, qui est assez féminine. Je me dis peut-être qu'il y a un truc à jouer. Il y avait aussi 2 filles dans le groupe qui ont été très agressives. Et quel type d'insultes ? Ça va de salope à dégueulasse, en passant par « Vous êtes une honte, c'est une honte de faire ça ». Je pense que pour les filles, ça les touchait dans leur propre sexualité, leur propre féminité. De se dire « Mais c'est des filles, et nous aussi, ça veut dire que nous, on pourrait faire pareil. » Mais non, c'est pas possible, c'est pas gérable. Les mecs, je pense qu'ils vont se dire davantage que dans la mesure où ça n'est pas une vraie sexualité, ils vont pouvoir se les mettre dans le même lit. Comme on peut voir dans certains pornos où 2 filles s'embrassent et excitent un mec. Ce n'est pas normal, mais c'est peut-être récupérable. Donc je pense que l'agression prend des sources différentes. Que ce soit dans les bars ou dans la rue, les agressions physiques, généralement, c'est vers moi, parce qu'ils savent que c'est moi qui vais réagir, alors que les agressions verbales, la première, en s'en prendre plein la gueule, c'est ma copine, parce qu'ils essaient plutôt de la draguer. Elle, parce qu'ils savent qu'elle est moins à l'aise et qu'elle arrivera moins à rembarrer. Je suis plus masculine qu'elle, qui est toujours habillée en jupe, machin, et moi, j'apparais directement comme plus agressive. J'y vois clairement une histoire de genre, mais c'est vrai que maintenant, ça me stresse plus qu'avant, cette réappropriation d'un genre, d'une identité, parce que ça me fait chier d'être systématiquement cataloguée, mais en même temps, c'est vraiment un truc où je m'affirme, parfois même de manière violente. Que je m'assigne dans un genre, c'est volontaire, mais la réassignation des autres, ça me fait chier, quand je me fais emmerder aussi sur mon allure masculine. Donc, la logique décrite par Zoé, qui, on le voit, est très politisée et qui a des ressources intellectuelles et culturelles lui permettant la production de ce discours, vise à se réapproprier le privilège des dominants pour pouvoir se déplacer dans l'espace public. C'est inscrit dans un rapport social de sexe dans la mesure où elle fait place, par l'attaque physique, au regard des autres, à l'injonction normative de genre et de sexualité et à l'agression. Le lesbianisme, ainsi revendiqué par la transgression du genre, a cependant un coût, dans une société, comme on l'a dit, fortement structurée par les rapports sociaux de sexe. En effet, cette énonciation du visible s'inscrit dans une appropriation des codes de genre, de la dite masculinité en tant que butch et de la dite féminité en tant que femme. Cela signifie assumer le point de vue de la marge en affrontant la norme hétérosociale de l'espace public. La réactivation de la visibilité par le couple butch-femme est toujours ainsi renvoyée à un catalogage sexiste de la part des autres en référence aux normes de genre. J'ai presque fini. Ainsi, certains des témoignages décrivent des situations de violence où les lesbiennes sont prises dans une dualité de genre et où elles se trouvent opposées à leur partenaire, laquelle affiche une présentation d'elle-même plus féminine. Les situations dépeintes offrent une conformité parfaite avec le schéma hétérosocial. La lesbienne butch devant répondre aux agressions physiques dans une confrontation virile avec l'espace public et les agresseurs qui en sont issus et la lesbienne femme se trouvant aux prises avec les avances sexuelles conformément à l'apparence féminine qu'elle présente.
Dans ce cas, l'usage de la violence peut être revendiqué par certaines lesbiennes comme une ressource. À cet égard, il réside une ambiguïté autour de la figure butch. Elle permet de retourner le stigmate par un déplacement du regard genré et de se protéger contre un certain nombre de risques liés à l'investissement dans l'espace public en tant que femme ou lesbienne femme, mais par la suite, on observe que les butch sont aussi plus facilement victimes d'agressions physiques dans la mesure où elles contreviennent à la règle de la féminité attachée aux femmes. A l'inverse, les stratégies d'invisibilité peuvent être pensées comme un outil de revendication de l'usage public. Ainsi, une autre manière de faire face à l'invisibilité en tant que lesbienne féminine est celle qui consiste à jouer sur ce registre de genre pour se déplacer dans l'espace public. Cela leur permet d'être invisibles et ainsi de contourner le stigmate dans la rue de la lesbienne. Quand je dis là, c'est critique, hein. Ce n'est pas du tout une production homogène de la catégorie. Donc pour conclure, ce qui se trouve sanctionné dans les données que je vous ai présentées, c'est la mise en scène d'une relation de couple. L'orientation sexuelle minoritaire, du point de vue de la norme hégémonique hétérosexuelle, est bien ce qui est à l'origine de la discrimination et ou de la violence vécue. Mais de façon plus immédiate, il s'agit d'une réaction à l'affichage d'une relation de couple lesbien. D'ailleurs, les lesbiennes ayant répondu aux différentes enquêtes n'ont pas fait mention de discrimination lors de situations où elles se promenaient seules dans la rue au motif qu'elles seraient lesbiennes ou présumées comme telles. Toutefois, il arrive que des lesbiennes témoignent de lesbophobie alors qu'elles étaient seules dans la rue. C'est surtout le cas quand elles sont visibles par leur look. C'est le cas de témoignages, par exemple, reçus sur la ligne d'écoute de SOS Homophobie. L'adaptation du corps minoritaire, déviant pour la norme, au regard du corps majoritaire, se fonde dans et par le regard de l'autre et en fonction de situations précises. C'est à cette condition que les gestes, les regards, les attitudes sont repérées et deviennent révélatrices de l'étrangeté. On précisera sur ce point que si la soi-disant exhibition des couples lesbiens est ainsi sanctionnée, les couples hétérosexuels, en exhibition permanente, ne sont généralement pas renvoyés à la rhétorique de la pudeur ou de la discrétion. La visibilité dans la sphère publique du couple lesbien apparaît ainsi au-delà de l'avancée des politiques d'égalité, et je parle ici, je suis en référence évidemment de là d'où je viens, c'est-à-dire à la récente réforme du mariage, comme le fruit de luttes individuelles en continuelle recomposition. Celles-ci agissent sur les manières de se représenter, d'être identifiables, dans des techniques d'ajustement, vous en parliez tout à l'heure, toujours à l'œuvre selon les sanctions déjà rencontrées ou anticipées. Merci beaucoup. Voilà, moi j'invite les deux intervenantes à venir joindre Natacha à table. Pour Barbara, dans les choses qui sont à faire, il y a quand même, vous disiez qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait parce que c'est peut-être pas forcément nécessaire que quelque chose soit fait. Moi, ce qui m'interpelle quand même beaucoup, c'est que dans d'autres études, on voit qu'en Suisse, il y a de nombreuses discriminations dans le domaine du travail, du sport, de la formation et de l'école. Et puis, tout dernièrement, c'était en juin 2014 de cette année, le Centre suisse de compétences pour les droits humains vient de publier une étude qui n'existe qu'en allemand. Ils ont résumé les conclusions en français, mais qui s'appelle « Ancrage institutionnel des thématiques LGBTI en Suisse ». Et il est très clair dans cette étude qu'il n'y a absolument rien qui est fait au niveau institutionnel, confédéral ou cantonal, d'organisations qui s'occupent spécifiquement, exclusivement des questions LGBTIQ. Donc on voit que c'est un problème transversal dans la société, que rien n'est fait. Alors je me demande si simplement au bout d'un moment, quand on dit oui, il n'y a rien qui est fait, c'est parce que ça va bien, c'est justement plutôt pour se dire que on se cache du fait qu'il n'y a rien qui est fait alors qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que ça implique de l'institutionnel, donc de l'argent, de la visibilisation, et que justement on ne veut pas ça. Et puis pour Natacha, vous parliez beaucoup de lesbophobie. Ça, c'est un peu un cheval de bataille, mais j'aime pas le terme de LGBT-phobie, lesbophobie, homophobie. J'aime le terme d'hétérosexisme. Et dans votre présentation, je trouvais que ça y trouvait encore plus place que lesbophobie, puisque justement, comme vous le disiez, et c'est là une notion que je trouve importante, que vous n'avez pas mentionnée, c'est le terme de discrimination multiple. Et l'hétérosexisme, d'emblée, recoupe les problèmes de discrimination multiple pour les femmes. Alors, j'étais interpellée, voir un peu pourquoi vous n'utilisiez pas ces termes.
Alors, je partage absolument votre posture. J'ai utilisé le terme de lesbophobie pour que voilà, ça soit audible pour tout le monde, parce que l'engagement, pour moi, est très important de cette discussion, à la fois sur le plan épistémologique et politique. En plus, je trouve que ce terme renvoie, politiquement, il est inapte, dans le sens où il renvoie tout le temps à phobie, donc à une psychologisation du social, et ne renvoie pas à la configuration de la structure sociale, et qu'effectivement, hétérosexisme, je le trouve, c'est le terme adéquat, c'est-à-dire qu'il recouvre à la fois le primat de l'hétérosexualité comme régime de sexualité, et consolidé effectivement par, non pas l'inégalité, mais le sexisme qui a des influences sur à la fois les territorialités, les configurations sociales, on va dire. Alors la question que je pose, je suis vraiment d'accord. Mais alors voilà, c'est quel terme employer pour que politiquement, parce que en fait c'est une stratégie politique. C'est comment, par exemple, les politiques peuvent s'emparer du terme, comment ceux et celles qui sont médias avec les politiques peuvent s'emparer du terme, parce que dire lutte hétérosexiste, évidemment, ça passe moins bien. Même pour moi, c'est tout à fait ce qui est le plus, je dirais, le plus... non pas le plus efficace politiquement, mais le plus efficace sur le plan théorique, ça c'est sûr. Mais voilà, alors peut-être ça peut être une discussion ouverte, c'est quel terme utiliser qui ne renvoie pas à phobie, qui dépolitise la notion d'hétérosexisme. Quel terme peut-on inventer, utilisable en dehors des cercles académiques ou militants? C'est une vraie question. Si je peux apporter un point là-dessus, justement, parce que je veux dire, le thème homophobie est quand même assez nouveau. Hein? C'est pas quelque chose qui... Et pour nous, l'homophobie au Canada, en tout cas au Québec, on a utilisé ce thème-là, mais ça englobe la lesbophobie, la transphobie. Je sais que c'est vrai. Mais pour nous, dans le plan, parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que nous, on a demandé au gouvernement, d'avoir une personne responsable de la lutte à l'homophobie. Alors, au gouvernement, la ministre de la Justice au Québec, elle est responsable de la lutte à l'homophobie. Elle a eu 1,7 million qu'elle doit distribuer au travers de 7 ans à la lutte. Alors, c'est cet argent qui est distribué aux différents organismes pour faire ça. C'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde, OK? Parce que moi, quand par rapport aux transsexuels, ils disent « Ah, ben non, c'est pas la même chose, tu sais. Vous devriez dire la lutte à l'homophobie et à la transphobie. » Puis après ça, il va y avoir les lesbiennes, ils vont dire « Ben, vous devriez dire la lutte à l'homophobie, à la transphobie et à la lesbophobie. » Alors, à un moment donné, je trouve qu'on retourne dans les cadres. On essaie de se décaser, puis on se recase. Alors là, il faudrait... C'est tout un sujet. C'est pour ça que moi, le regroupement chez IBM, je l'ai appelé Nuance. OK? Parce que je veux sortir des lettres. Parce que pour moi, on vit tous un peu la discrimination. Puis, ça revient encore. J'aime pas le mot lesbienne, en passant. OK? Lesbo pourrait reprendre ce mot-là, j'en aurais aucun problème. J'aimerais qu'on sorte des cases. Je fais partie de ce... Mais je plais pas à tout le monde avec ça, moi. OK? Je dérange beaucoup de monde avec ça, justement. Je me fais beaucoup rentrer dedans avec la Fondation Émergence. Pourquoi tu rajoutes pas transphobie? OK. Moi, je suis pas transsexuelle. Je peux pas en parler. OK? Alors, pourquoi je le rajoute pas? Est-ce que je vais pas faire de l'ombre? Parce que l'identité de genre et l'orientation sexuelle, pour moi, c'est deux choses. On les vit pas pareil. Alors, est-ce que si, en rajoutant le mot transphobie à homophobie, je ne suis pas en train de faire de l'ombre à la transphobie? Est-ce que je ne devrais pas justement plutôt aider à ce qu'on fait la lutte à la transphobie à côté? Parce qu'on parle de quelque chose de différent, là, quand on parle de l'identité de genre. De se réveiller puis de ne pas être dans le même corps, c'est pas la même chose que d'aller dire mon orientation. Alors, c'est un sujet, oui, qu'on a en ce moment. C'est pas évident de trouver le meilleur terme qui va englober tout le monde, puis qui va plaire à tout le monde non plus. Il y avait encore cette autre question, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire au niveau national, si j'ai bien compris? Ou bien les autres, justement, au niveau politique. Moi, pour moi, ce serait déjà très utile si on pourrait faire un réseau de toutes ces personnes, disons, concernées aux différents exécutifs, mais peut-être aussi au Parlement national, par exemple, pour se connaître, pour échanger et puis voir ensemble ce qu'on peut faire. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on a besoin de l'aide,
parce que peut-être vous l'avez remarqué, on est un peu dans une autre sphère, dans des autres thèmes, et puis d'avoir l'expérience aussi des organisations comme l'OS par exemple, ça serait très très utile. Parce qu'on n'a pas le temps non plus pour élaborer le tout, pour commencer individuellement et commencer à zéro. Déjà, de savoir ce que les autres font, peut-être aussi des autres pays, qu'est-ce qui se fait, ça serait très utile pour voir ce qu'on pourrait aussi d'ailleurs faire ici en Suisse, dans des communes ou bien au niveau national. Pour moi, c'est un peu ça, ce réseau encore qui n'est pas encore en lieu. À Bienne, il n'y a rien, il n'y a pas d'organisation pour les lesbiennes, pour les homosexuels, il n'y a strictement rien, il n'y a pas d'endroit, rien. Il y avait à l'époque un bar, etc. Ça n'existe plus. C'est-à-dire, c'est vraiment un peu un terrain vide. Si je peux me permettre juste de rajouter ça, quand on demande aux autorités de s'impliquer, par exemple, pour la lutte contre l'homophobie, il y a une commission fédérale contre le racisme, on leur a demandé, on a été les voir, on leur a demandé s'il y avait possibilité d'intégrer l'homophobie, on nous a répondu il n'y a pas de base légale. Et là on revient sur toute l'importance de la politique, aussi longtemps qu'on n'aura pas une base légale, une loi qui dit clairement qu'il faut lutter contre les discriminations pour l'orientation sexuelle, tant qu'on n'aura pas ça, on n'aura rien. Il n'y a rien qui fonctionne en Suisse, il n'y a pas de base légale. Voilà. D'autres questions ? Oui. Donc déjà, je voulais vous remercier à toutes les trois. Puis mes deux questions, une remarque et une question, s'adressent à Madame Barbara Schwicker. Donc, vous avez parlé de cette nouvelle génération qui avait voté, donc avec une grande majorité, non à l'homophobie. Et j'aimerais rajouter que je trouve qu'on ne parle pas assez. On fait une différenciation entre ancienne génération, nouvelle génération. Et on ne parle pas assez des mécanismes qu'il faut mettre en place, des dispositifs pour que les générations se rencontrent. Et donc que ce soit intergénérationnel, que la lutte devienne une lutte commune. Celles qui ont déjà été menées, les luttes qui ont été menées et celles qui sont à mener. Donc ça, c'est la première chose. Donc, pas ancienne génération et nouvelle génération, mais lutte commune. Voilà. La deuxième concerne l'intégration des étrangers ou des migrants. Donc je travaille avec l'Université ouvrière dans ce domaine et ce qui m'intéresse, c'est qu'il existe des modules pour enseigner le français langue étrangère, des modules comme de ceux qui se préparent comme l'accouchement en diverses langues ou le vocabulaire concernant le logement, l'état des lieux, des appartements, etc., etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas de module qui concerne une sensibilisation contre l'homophobie, que je considère doublement utile. Que les personnes migrantes soient acceptées ou ensuite renvoyées chez elles, je trouve que si elles restent et leur enfant reste aussi, on aura déjà fait la moitié du chemin. Et pour les personnes qui quitteront la Suisse, elles auront déjà en elles quelque part cette graine de sensibilisation qu'elles pourront questionner ou pas en rentrant chez elles. Donc voilà, c'était les deux remarques que je voulais vous faire. Merci. Peut-être là, encore une fois, pour Bienne, j'étais les 4 premières années responsable aussi pour la sécurité. Et puis là, nous avons créé un module, justement, pas pour l'homosexualité, mais contre la violence conjugale. C'était parce qu'on a bien réalisé que c'était pour beaucoup des cultures, c'était pas clair, que ça ne va pas dans notre pays. Et là, on pourrait vraiment encore élargir, c'est vrai, et puis prendre encore des autres thèmes. À Bienne, nous avons des femmes tichées. C'est toujours autour d'une culture, une femme, que pour des femmes, une femme qui explique développe différents thèmes. Et là, par exemple, c'était cette violence conjugale qu'on a introduit. Et là, par exemple, ce serait peut-être très bien d'ajouter aussi encore, on a aussi des thèmes comme égalité homme-femme, ce qui me semble aussi très important, mais sur l'homosexualité, c'est vrai, il n'y a encore rien pour l'instant. Ouais. Si je peux rajouter un commentaire, d'ailleurs, nous, on a remarqué, vu qu'il y a encore 70 pays où est-ce que c'est défendu, même ça peut être criminel et peine de mort, par rapport à l'homosexualité, quand ces gens-là arrivent, ils arrivent avec ce bagage-là
dans nos pays. Et il faut vraiment faut leur faire comprendre que chez nous, que ce soit au Canada et vous en Suisse, c'est tout ça, que c'est pas la même chose, qu'il n'y a pas le danger de mort ou de violence. Je pense que c'est important, justement, avec l'immigration, qu'on prenne le temps de sensibiliser les immigrants par rapport à ça, premièrement, qui sont en sécurité, et ceux aussi qui peuvent arriver avec le bagage où, pour eux, toute leur vie, c'est quelque chose qui a été mal. Alors, quand ils arrivent chez nous, puis ils voient, justement, avec les exemples que vous avez donnés tout à l'heure, ils voient 2 femmes ensemble, mais pour eux, c'est inconcevable. Moi, je vais toujours me rappeler, chez IBM, j'avais engagé un garçon qui venait du Maroc, qui était islamique, puis qui me disait, il n'y a pas d'homosexuels chez lui. Alors, je trouvais ça très impressionnant qu'il voit les choses comme ça. Alors, j'ai pris à ma cause de l'amener et de lui faire rendre compte que c'est pas vrai. Oui, mais là, avec toute l'ouverture qu'il faut garder, il faut aussi être clair et vigilant et défendre ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Pour moi, c'est clair, là, ça s'arrête avec les différences entre les différentes cultures. On ne veut pas lâcher, on s'est battu pour cette égalité, pour cette ouverture, etc. pendant longtemps. Et ça doit compter, ça doit être clair pour tout le monde qu'on n'accepte pas. Maintenant, je sais, c'est de la théorie, plus ou moins aussi, mais il faut quand même le répéter aussi à notre niveau politique. Les exemples que toi, tu as montrés avant, ouais, ils montrent quand même aussi le contraire, que là, avec les différentes cultures, il y a encore beaucoup à faire dans le quotidien. Mais nous, il faut insister, et puis pas pour une intégration, ou bien sympathie, un peu pas différenciée, dire oui, venez seulement, on accepte un peu tout votre mode de vie. Il y a quand même des frontières où il faut dire non, ça, ici, on vit comme ça, et puis on n'accepte pas. Et là, il faut rester vigilant. J'aurais 2 questions pour Madame Chetkouti. Je suis là. À droite. Ah, d'accord. La première, c'est qu'en est-il des femmes lesbophobes? Je suis obligée d'employer ce terme parce que hétérosexiste ne permet pas de faire la différence entre un couple homo ou un couple de femmes qui serait un couple gay ou un couple de femmes qui serait discriminé dans l'espace public. Et la deuxième question concerne les familles homoparentales. Est-ce qu'il y a eu des témoignages à ce propos de réactions à l'encontre de ces familles, dans l'espace public toujours? Alors, moi, je n'ai pas du tout travaillé sur la question de la parentalité. Donc, du fait, je n'ai pas posé des questions en ce sens. Autant la question de la parentalité est arrivée dans l'idée du choix, par exemple, de la partenaire, ou dans l'énonciation de soi, où aujourd'hui, la question de la maternité, en tout cas chez les plus jeunes, fait partie légitimement d'un possible dans le parcours lesbien, et même dans la manière de se dire aux parents. Mais après, j'ai pas de réponse, j'ai pas de témoignage sur le rapport entre parentalité, enfant et espace public, parce que c'est pas apparu dans l'enquête. Mais c'est parce que aussi j'ai pas non plus posé de questions, et j'avais pas non plus, il y avait 40 enquêtés, et il n'y avait pas beaucoup d'enquêtés avec enfants. Alors c'est peut-être l'âge aussi, elles avaient entre 17 et 35 ans. Mais donc là, je ne peux pas vous répondre sur la question. Par contre, sur un couple, qu'est-ce que vous appelez un couple lesbophobe? Non, des femmes lesbophobes. Des hétérosexuels ou des lesbiennes? Des hétéros, bien sûr. Dans l'espace public? Oui. Ah ben, là, pareil, ce que je disais tout à l'heure pendant la conférence, c'est que ce qui a été relevé surtout, c'est des agressions d'hommes, pas de femmes. Les insultes, elles venaient très rarement de femmes, et quand elles étaient là, c'était dans le cas où elles étaient dans un groupe mixte avec des hommes. Donc en fait, c'était plus mais c'est pas un propos d'une femme seule dans la rue. Au contraire, ce qui a été relevé, c'est plutôt parfois des sourires, parfois un regard bienveillant à l'égard d'un couple qui s'embrasse, par exemple, mais pas d'agression ou d'insulte de la part de femmes. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, dans l'enquête, ça ne s'est pas révélé. Voilà. Et pour aussi répondre peut-être à ce que vous disiez, moi je crois que 2 choses, c'est pas une question juste de catégorie, la question de la désignation. Quand on parlait tout à l'heure de la notion d'hétérosexisme, c'est pour faire révéler des logiques sociales différentes.
quand on est lesbienne de classe moyenne et, je ne sais pas, vivant même en France, eh bien on ne vit pas les mêmes logiques sociales dans son rapport à la nomination en fonction du capital culturel, par exemple, et d'une adhésion religieuse qu'une autre. Donc la visibilité des catégories, ce n'est pas pour les pointer, mais pour en décrire les logiques inhérentes. Donc je crois qu'elles ont un usage politique important. C'est pas la même chose, on le sait très bien, et c'est lié aussi au rapport homme-femme. Quand on parle de la territorialité, par exemple, là il y a une enquête qui vient de sortir en France sur les équipements collectifs pour les jeunes, par exemple. Et cette enquête montre bien que les équipements sportifs ou collectifs pour les jeunes favorisent les garçons, sous prétexte de canaliser la violence des jeunes. Jeunes implique le mot garçon. C'est comme homme. Alors maintenant, il n'y a plus le grand H, donc c'est pire, c'est petit H en France, où vous avez au moins le droit de la personne. C'est une vraie avancée au Québec. En France, on en est encore là. Eh bien, ça invisibilise la moitié de la population française. Donc, je crois que ce n'est pas juste une histoire d'usage catégoriel, qui a tout son importance, mais c'est aussi faire relever des logiques sociales qui ne sont pas les mêmes. Et c'est aussi, effectivement, rendre visibles ces logiques. Donc, ce n'est pas les essentialiser, c'est les rendre visibles. Alors que moi, j'ai peur que quand on, par exemple, en France, à un moment donné, alors ce n'est pas du tout la même logique aux États-Unis ou au Canada, mais le mot queer est apparu, il a été décrié et aujourd'hui, il perd de son usage parce que dans queer, on a tout et on sait plus où on est. C'est pas la question qu'on peut souhaiter utopiquement une société où il n'y ait plus de marquage de genre, ou en tout cas que le marquage de genre ne soit pas le lieu des discriminations. On peut supposer, moi j'ai tout à fait cette utopie de société où la question lesbienne, gay, hétéro ne sera plus d'usage parce qu'il n'y aura plus un système majoritaire référant l'hétérosexualité. Mais on n'en est pas là. Donc tant qu'on n'en est pas là, je trouve que l'usage et la visibilité des catégories et de leur logique est très importante et pertinente aussi sur le plan politique. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais c'est ça, je pense que c'est où on est rendu aussi, parce que faut quand même s'en rendre compte. Là, je veux dire, quand on regarde, nous, on est le 4e pays à avoir le mariage. Donc, déjà ça, puis avoir la procréation assistée avec gratuité. Alors, on a comme avancé beaucoup, et ce qui m'aide à... C'est idéologique, qu'est-ce que j'apporte. Hein? Ma façon est toujours une idéologie, un peu, et je comprends. Puis je comprends qu'il faut quand même dire, OK, la transidentité, la lesbophobie, tout ça, mais en même temps... et aussi... Il faut toujours... Je regardais des études, il faut quand même considérer qu'il y a moins de femmes que d'hommes. Donc, il y a moins de femmes homosexuelles que d'hommes. Alors ça, non. Non? Non. Alors, là, non. Alors d'abord, on ne peut pas mesurer réellement ce chiffre, et même dans les grosses enquêtes quantitatives. Alors malheureusement, en France, on n'a pas des grosses enquêtes quantitatives sur les lesbiennes. Ça commence on a monté quelques enquêtes quantitatives avec vraiment des échantillons représentatifs. Mais voilà, ça date d'il y a 2-3 ans. C'est pas... Et toute la difficulté qui se pose, c'est que, qu'est-ce qui va définir la catégorie lesbienne ? Est-ce que c'est à partir justement de la nomination de soi ? Mais toutes les lesbiennes ne se reconnaissent pas, et vous l'avez illustré, sous le terme lesbienne. D'autres vont préférer l'idée de se dire femme aimant des femmes. D'autres, alors homosexuel, ça perd de plus en plus de sa pertinence aujourd'hui, en tout cas dans les catégories nominatives des jeunes. Mais donc, en fait, pour donner une statistique sur le nombre de lesbiennes, c'est extrêmement difficile parce que la nomination fait que ça trouble la catégorie pour le coup. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait moins de lesbiennes que de gays. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le parcours des lesbiennes est beaucoup plus long que celui des gays parce que la contrainte hétérosexuelle est plus forte pour les gays que pour les lesbiennes. Par exemple, on constate que chez les jeunes, eh bien, il y a de 18 à 30 ans, il y a tout un passage, par exemple, de bisexualité, parfois non choisie, parce que justement, il n'y a pas d'identification positive, parce qu'il y a une contrainte qui pèse beaucoup plus et qui laisse un temps beaucoup plus long de la nomination. Donc, il y a plus, effectivement, de périodes bisexuelles chez les lesbiennes que chez les gays. Chez les gays, on voit bien qu'à la première rencontre sexuelle avec un homme, en général, ça engage des parcours exclusifs, ce qui n'est pas le cas pour les lesbiennes. Okay, donc, voilà, il faut faire attention. Enfin, on ne peut pas numériquement dire qu'il y en a plus ou moins. Enfin, moins, en tout cas. Ça va dépendre des pays, non ?
Ouais, moi, c'est une étude américaine et canadienne qui disait ça. Hein, mais toutes les études posent la question de la nomination. À partir de quand on définit comment on définit la catégorie? On va essayer de poser des questions un petit peu courtes et de donner des réponses un peu plus courtes. Je n'ose plus poser de questions parce que c'est passionnant en fait. Donc voilà. Mais moi j'avais juste une remarque et une question. Remarque très courte par rapport à l'intervention de Barbara Lanteman sur la base légale. Moi je suis le premier à dire oui, on a besoin d'une base légale et il faut se battre pour ça. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut faire à côté. Et voilà, ça a été dit, moi je suis chargé de projet LGBT à la ville de Genève et mon travail quotidien, il est à 95% pas basé sur des bases légales. Donc il y a aussi, il y a la pratique, il y a la jurisprudence. Prenez des avis de droit et vous verrez qu'il y a aussi tout un parcours de jurisprudence qui permet d'adapter la base légale, de la contourner, d'aller plus loin. Voilà, mais tu connais ça parfaitement. Mais voilà, il faut... Vous arrêtez pas l'absence de base légale, je le dis pour... collectivement, je sais que c'est pas ton cas, mais je trouve que c'est important aussi de se dire que dans la pratique, on peut installer des choses, des petites choses qui, mises bout à bout, font avancer les choses. Voilà. Et puis, j'arrive à ma question. Pour Madame Schucker, est-ce que vous diriez que finalement être LGBT en politique c'est un handicap? Je précise ma question. Est-ce que quand on est identifié gay ou lesbienne, éventuellement trans, ça empêche finalement de faire le minimum attendu d'une personne en responsabilité en matière homosexuelle? Et je vais plus loin dans la question. Si demain vous faites une campagne en ville de Bienne contre l'homophobie et la transphobie, est-ce que c'est pas là que vous allez commencer à recevoir des insultes et des lettres d'insultes? Voilà. Il faudrait essayer pour savoir. Il faudrait aussi. C'est clair que peut-être là, les gens vont réagir plus fort. Ça, c'est possible. Et puis, on va plus discuter de ce thème-là. Ça, c'est possible, mais... C'est un peu difficile à répondre maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était juste pas le cas. Et puis, comme j'ai dit, on cachait rien, nous trois. Et c'est quand même, pour moi, c'est très étonnant que, ouais, peut-être nous sommes pas très jeunes non plus, c'est vrai. Nous sommes un peu conformes, nous trois, disons, dans notre société. Peut-être c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas ces réactions non plus. Moi, pas, et mes collègues non plus. Jamais maintenant. Mais c'est possible que là, on pourrait lancer une discussion, comme on l'avait aussi, on a fait une campagne comme à Genève contre justement la violence conjugale. C'est clair que là, les gens nous ont aussi beaucoup plus confrontés, les membres du conseil municipal, par la question pourquoi, etc. Est-ce que vous êtes concernés? C'est pour ça que vous faites une telle campagne, etc. Ça, c'est clair. Si on donne aussi... son image, sa photo, sa personne aussi pour lutter contre ou bien pour quelque chose, on est aussi beaucoup plus interrogé. Mais ça serait peut-être aussi souhaitable, comme il y a un peu rien qui bouge chez nous. C'est et peut-être invitation. encore, juste encore, oui, pour, vous avez aussi posé la question à Barbara, l'autre Barbara, là, peut-être il y a quand même les différents niveaux. Je pense aussi au niveau des campagnes, mener des campagnes, etc. On peut faire beaucoup aussi en dehors de cette politique un peu plus, disons, constitutionnelle, mais il faut, à mon avis, quand même les deux chemins. Elle, au niveau institutionnel, si tu veux attaquer là et puis mettre un pied dans la porte, il faut quand même avoir une certaine légitimité. Et puis ça, on a par les lois, par les règles qui sont installées à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut rien faire. À mon avis, elle fait déjà grand-chose avec l'organisation. Mais pour aller encore un peu plus loin que des campagnes de sensibilisation, etc., pour vraiment entrer dans cette politique, oui, aussi, ça serait quand même, je pense, utile, parce qu'autrement, ils ont toujours tellement beaucoup à faire, ils cherchent par le travail encore des sujets supplémentaires et ça devient un peu difficile de sensibiliser aussi tout le monde, surtout au niveau national, dans la politique. C'est aussi mon expérience.
étant donné qu'on arrive à la limite du temps, ce que je propose, c'est que si vous avez encore des questions, ces 3 dames sont là et ne vous gênez pas d'aller vers elles, leur poser des questions pendant le repas. Il faut que je dise 2-3 choses. Prenez vos vestes avec, parce qu'on va devoir réaménager un petit peu pour les ateliers, donc ce serait bien que vous preniez vos affaires avec vous. Pour le retour, on a 3 ateliers, comme vous le savez, la plupart on savent plus ou moins déjà où ils vont. Atelier santé à côté du bar, comme disait Karine, c'est bien choisi, santé. Atelier juridique ici, dans cette salle-là, et puis l'atelier de l'argent ici derrière. Donc 1h15, tapante, tout le monde est à l'heure, même un peu avec un peu d'avance, c'est même bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois vous dire ? Vous pouvez aller maintenant vous restaurer. Et je veux juste préciser une petite chose, c'est que apparemment ça n'a pas tout à fait été compris, que les boissons ne sont pas comprises, donc il faudra délier votre gentille petite bourse. Donc il y a un buffet, et puis il est derrière vous, donc vous pouvez vous servir. Bon appétit! Bon appétit! Merci.